Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Alors aujourd'hui un petit peu particulière comme formation, parce qu'effectivement on va voir non seulement un point central de mon point de vue quand on parle d'analyse technique, quand on parle de trading, à savoir le point de confluence. On va précisément voir cela aujourd'hui. On va voir justement que de mon point de vue, ce qui va caractériser un point de confluence par rapport à un point pivot, c'est une part extrêmement subjective. Tout ce que je vais présenter aujourd'hui, tout ce que je vais préciser aujourd'hui sera simplement mon propre avis. Ce sera un exemple parmi tant d'autres. Évidemment, il y a autant de, je dirais, de subtilités, de différences qu'il y a de traders. Chacun adapte un petit peu la recette, je dirais, naturellement à son propre plan de trading, à ses propres attentes, à son horizon d'investissement. Donc naturellement, encore une fois, on va faire cette vidéo concrètement sous X-Station, puisqu'il va s'agir clairement de travailler au travers d'un, je dirais, d'un exemple concret, d'un graphique technique pour que cela puisse être, je dirais, reproduit de votre côté au jour le jour, d'autant que cette vidéo peut avoir vocation à être vue dans plusieurs mois, dans plusieurs années, ça ne changera absolument rien de mon point de vue au niveau de l'approche défendue ici pour créer, pour générer ces points de confluence. D'autre part, il faut rappeler, c'est toujours la même chose, je le sais bien, mais c'est parce que c'est normal que cette introduction soit systématiquement la même, mais c'est parfaitement volontaire. Il n'y a pas d'absolu en trading, donc ce que l'on va voir aujourd'hui, ne l'oubliez jamais. C'est un exemple, c'est ce qui me paraît être du bon sens, ce que j'applique au quotidien. Les clients, notamment au niveau du live trading, le savent, parce qu'aujourd'hui on va détailler, on va voir une part importante, quelque chose de très récurrent, de très régulier, que l'on utilise très souvent au niveau du live trading, et donc les clients savent effectivement mon avis à ce niveau-là, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de solution. N'oubliez jamais que le trading, la première notion qui doit venir en tête quand on pense au trading, c'est la notion de risque. Donc naturellement, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de tout ça. Ce que l'on va voir aujourd'hui, ça va être un petit complément parmi tant d'autres qui j'espère sont diffusés dans les vidéos de formation. Voilà. Et toujours pareil, le dernier petit mot pour l'introduction, n'oubliez jamais que si il y a une notion sur laquelle je passe un peu vite pendant cette vidéo, si je détaille pas ce qui est spécialement un retracement de Fibonacci, un support, une résistance, parce qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui, c'est tout à fait volontaire, c'est parce que je vous renvoie naturellement à ce que j'appelle la toile d'araignée, c'est-à-dire toujours pareil, les autres vidéos de formation, dont certaines sont dédiées justement à la définition précise de ce qu'est une résistance, un support, un Fibonacci, etc. Donc n'oubliez jamais, cette notion de toile d'araignée, si quelque chose n'est pas clair, c'est un renvoi, je dirais un peu implicite, au contenu précédemment diffusé. Voilà. Ce que l'on va voir déjà d'entrée de jeu, on va mettre un petit peu, je dirais, les pieds dans le plat, puisqu'effectivement on va voir ce qu'est un point pivot. Et justement, dans quelques secondes, après avoir bien détaillé ce qu'est un point pivot, on va s'intéresser à ce qu'est un point de confluence, en quoi c'est différent. En tout cas, de mon point de vue, je ne dis pas que c'est forcément l'avis le plus important, le meilleur ou quoi que ce soit, mais disons que de mon point de vue, je distingue toujours le point pivot que je critique énormément, très sincèrement, qui fait partie notamment de quelques critiques soulevées dans les grands axes dans la vidéo de formation qui justement recense toutes les critiques qui sont faites à l'analyse technique. La critique centrale qui est émise par le milieu universitaire contre les techniciens, c'est-à-dire contre l'analyse technique, que je trouve d'ailleurs assez justifiée, c'est de dire que globalement les données passées ne peuvent pas prévoir l'évolution future. Ce à quoi les techniciens répondent oui, mais en même temps, sur quoi on peut se baser si ce n'est sur les données passées, puisque c'est un peu le même débat en météorologie finalement. On se base bien sur les données passées pour chercher d'anticiper les anticyclones, les dépressions, etc. Bon. Donc, ici, on va retrouver un peu cette même critique dans la mesure où tout le calcul du point pivot est basé sur des données passées. Ça, c'est le premier postulat. Deuxième postulat, bon bah déjà, j'aurais pu commencer par ça. Qu'est-ce qu'un point pivot? Normalement, un point pivot, c'est un petit peu je dirais, la frontière au sein d'un graphique. Au sein d'un graphique qui va nous distinguer en dessous du point pivot plutôt une tendance baissière, au-dessus plutôt une tendance haussière. Donc ça va être un peu la frontière que l'on va considérer, que beaucoup de gens considèrent, de mon point de vue à tort, pour justement dire, bah voilà, globalement, au-dessus, on a plutôt une accélération haussière, en dessous, plutôt une accélération baissière. Moi, ça me gêne énormément, le point pivot, parce que comme on le voit au travers du calcul, alors S1, c'est premier support, support 1, R1, c'est résistance 1, première résistance, R2, vous l'aurez compris, deuxième résistance, S2, deuxième support. Bon, c'est détaillé, il y a une petite légende, S1 et S2 sont les supports, R1, R2, etc. Bon, alors, comment on calcule le pivot? Normalement, c'est la somme du plus haut de la veille. Alors, quand je dis de la veille, il faut comprendre qu'ici, il s'agit de le traiter en D1, en fait, parce que généralement, la formule la plus courante que l'on trouve dans la littérature boursière, c'est toujours en D1. De la même manière que vous l'aurez remarqué, si vous vous intéressez un peu au livre de trading, l'unité temps qui est
quasi systématiquement appliqués aux graphiques qui sont intégrés sous la forme de capture d'écran dans les livres, c'est toujours en D1 et bien souvent sous la forme au travers de sous-jacents qui sont des actions. Parce que le plus courant, malgré tout en bourse, ce qui parle le plus, on va dire, c'est d'utiliser de grandes unités de temps sur les actions. Bon, donc c'est vrai que généralement cette formule-là, on va l'appliquer par rapport à la veille. Maintenant, si on change d'unité de temps, effectivement, on peut tracer un pivot par rapport au chandelier précédent, tout simplement. Il est clair que si on se met en M30 et non pas en D1, ce qu'on va appeler ici la veille, dans le calcul, ce sera tout simplement le chandelier précédent. Bon, voilà, c'est quand même important. Bon, toujours est-il que le pivot, comment on le calcule théoriquement? On ajoute, on fait la somme du plus haut de la veille, ou du chandelier précédent, pour dire concrètement. On y ajoute le plus bas et on y ajoute le cours de clôture. Voilà, on fait une somme et on divise par 3. Ça nous donne le pivot. Bon. Moi, ça me gêne énormément parce que ça revient à dire qu'en fait, on fait une sorte de moyenne mathématique en se basant sur les données passées, soit à quoi on pourrait répondre, eh oui, mais finalement, une moyenne mobile, ça n'est rien d'autre que ça. C'est pas faux. Donc, il y a quand même de grosses zones d'ombre là-dessus, c'est pas parfait, c'est de mon point de vue un peu foireux. Et puis, au-delà de ça, au-delà du simple calcul du point pivot, on va surtout chercher à en déduire des supports et des résistances. On va faire 2 fois le pivot moins le point haut de la veille pour le premier support, et le pivot moins la différence entre le point haut et le point bas de la veille. Toujours pareil, veille, sous-entendu, chandelier précédent. Voilà. Même son de cloche concernant la R1 et la R2. C'est toujours important de revenir là-dessus. Alors moi, ça m'embête parce que je suis plus dans l'approche, on va dire, du price action, voire du chartisme, que, donc sous-entendu plus dans l'approche de l'impulsion du cours de la vie du chandelier dans ce que nous dit le chandelier au travers de phases d'hésitation, des phases d'incertitude, des phases de renversement, des phases d'accélération, que dans l'approche, tiens, ma moyenne mobile s'est retournée, tiens, mon RSI est en surachat, etc. Ça, bon, j'y adhère beaucoup moins parce que l'analyse technique est quand même, de mon point de vue, assez contestable, ça je le dis assez régulièrement. Mais toujours est-il que c'est important de distinguer le point pivot du confluent. Alors qu'est-ce que j'appelle le confluent? Pour moi, le confluent, en fait, on va chercher non plus à calculer ce qu'on appelle la frontière, ce que j'appelle la frontière, ce que l'on appelle le pivot d'une manière plus générique, on va chercher plutôt à le tracer au niveau du prix, c'est-à-dire qu'on va plutôt chercher à distinguer un support et une résistance, pourquoi pas un retracement de Fibonacci, sous-entendu quand je dis support et résistance, ça peut très bien être une valeur psychologique d'ailleurs, et pas seulement une zone d'accumulation du prix technique. Mais toujours est-il que je vais plutôt chercher à dessiner, à distinguer une vraie frontière sur mon graphique, en y accolant, comme d'habitude, une ligne horizontale. Voilà. Donc je préfère au jour le jour, puisque j'ai plutôt une approche de scalping, voire de day trading. Donc c'est vrai que mon confluent va varier d'un jour à l'autre. Si j'avais une approche de long terme, comme c'est mon cas sur Euro USD, contrairement au DAX, parce que ma mention sur le day trading, le scalping, je pensais au DAX évidemment en disant ça, initialement. Mais sur Euro USD, c'est vrai que mon point de confluence, il peut tenir 3 mois, 6 mois, sans problème, parce que j'ai pas du tout la même approche, j'ai une approche très, très longue dans le temps. Et d'ailleurs, paradoxalement, en ce moment, par rapport au contexte, très short dans la tendance. Bon, toujours pareil, il faut mettre ça dans le contexte. On est le 25 septembre 2015, puisque cette vidéo peut être vue dans plusieurs mois, plusieurs années. Bon, donc là, on part de ce postulat que le pivot, il existe, beaucoup de gens le considèrent. N'oubliez jamais que la plupart des volumes boursiers, donc la plupart des tendances, sont provoquées au travers d'analyses fondamentales par des grandes mains. Parce que même si les grandes banques, les grands hedge funds considèrent en partie l'analyse technique, les grands acteurs du marché qui font les tendances, qui provoquent les tendances, considèrent avant toute chose l'analyse fondamentale. Ce qui est là aussi une critique émise de la part des universitaires envers les techniciens en disant en gros vous représentez rien. Bon, ce qui là aussi est très contestable, puisqu'effectivement malgré tout tout n'est pas à jeter loin s'en faut dans l'analyse technique, bien au contraire, il y a des choses absolument exceptionnelles, très intéressantes, mais il ne faut pas se baser que là-dessus. Et typiquement pour reprendre un peu ce débat où l'analyse technique est contestée n'est pas un absolu et où justement il y a beaucoup à lui reprocher, dans ce que je lui reproche, c'est justement l'intégration trop sectaire de calculs comme ceci, à savoir ceux du point pivot et des supports résistance qui en découlent. Je préfère largement tracer clairement ce que j'appelle plutôt, enfin ce que j'appelle, c'est pas personnel, c'est ce que globalement le milieu appelle plutôt un point de confluence. Et on va voir justement, parce qu'à force de rabâcher les oreilles tous les jours, rabâcher les oreilles des clients tous les jours avec le point de confluence du jour, on va voir justement un petit peu comment le tracer. Je ne vais pas m'intéresser au tracé à long terme
que je considère sur le gold, sur l'or ou sur le euro USD, je vais plutôt m'intéresser à celui à très court terme, qui a tendance à varier d'un jour à l'autre, sur l'indice allemand. Bon. Donc, on arrive, sans plus tarder sur Xstation, sur le graphique technique, en l'occurrence du DAX 30. Alors, avant toute chose, on va partir sur une représentation assez élevée. Alors vous aurez remarqué qu'elle est complètement épurée, hein, il n'y a aucun outil pour le moment. On va partir sur une représentation assez élevée, on va prendre un peu de hauteur au niveau de ce que j'appelle l'entonnoir, c'est-à-dire d'abord une grande unité de temps, puis une intermédiaire, puis une plus petite, pour voir un petit peu comment abattre notre contexte. Alors bon, le contexte, si vous avez vu ou suivi les dernières vidéos de formation, donc autrement dit les derniers webinaires que j'ai animés, vous savez que mon contexte, ou même si vous êtes client et que vous voyez les derniers live streams, vous savez que mon contexte, d'abord, je le base sur les retracements de Fibonacci. Bon, je vais tout simplement tracer ceux qui nous servent depuis plusieurs mois, à savoir une tendance primaire très nettement haussière, basée sur les corps et non pas sur les ombres, parce que je trouve que ça correspond beaucoup mieux en ce moment, ce qui n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, je trouve que ça correspond mieux sur les corps. Toujours est-il que le point bas, donc le 100% de retracement de Fibonacci de cette tendance primaire, n'a pas changé par rapport aux précédentes vidéos de formation, bien entendu. On est toujours sur le 16 octobre 2014, avec une cotation globalement de 8580 points. Je fais toujours le même commentaire, mais c'est vrai que d'une semaine à l'autre, si vous voyez les vidéos a posteriori, la tendance du DAX doit vous surprendre parce qu'en une semaine d'écart d'une vidéo à l'autre, d'une formation à l'autre, on a encore perdu pas loin de 600-700 points sur le DAX. Et donc c'est vrai qu'on a un contexte très fortement baissier en ce moment. Et donc le point haut, évidemment, n'a pas changé. On est toujours sur les 12 420 globalement avec en guise de cotation le point haut, le D1. Du 13 avril. Donc toujours pareil, j'insiste pas plus sur le pourquoi du comment au niveau des retracements de Fibonacci, puisque je fais un renvoi implicite, comme dit en introduction, sur la vidéo dédiée au retracement de Fibonacci. Bon. J'ai mon D1 qui est placé très bien. On va aller sur une unité de temps intermédiaire. Alors une fois n'est pas coutume, on va pas aller sur le M30 comme je le fais quasi quotidiennement en live streaming. On va plutôt aller sur le H1. Je veux un tout petit peu prendre de hauteur par rapport à d'habitude. Je commence à tracer un peu n'importe où, je dirais deux, trois lignes horizontales. Je dis un peu n'importe où parce que évidemment on va les affiner. Maintenant que mon contexte est planté au niveau des retracements de Fibonacci, comme à l'occasion des précédentes vidéos de formation, je vais chercher à distinguer les grands supports, les grandes résistances psychologiques sous la forme d'écart de 100 points. Nous avons une cotation à l'instant T de 9674 points, comme vous le voyez. Hop, donc j'indique 9600 pour ce premier niveau, 9700 au-dessus, donc déjà je commence à mettre un petit peu le premier support, la première résistance très fortement psychologique, les tranches de 100 points. On va aller un peu plus loin, on va en rajouter deux autres, à savoir les 9500. Vous savez que le cours a tendance à bloquer un petit peu, à faire des petits pullbacks avant, pourquoi pas, de rompre ces valeurs très hautement psychologiques. Alors toujours pareil, il n'y a pas d'absolu, hein, c'est pas une règle innée, mais malgré tout, c'est vrai que si on prend juste les derniers exemples, là j'ai tracé 9005, 9006, 9007, 9008, on voit bien que les 9500 points, excusez-moi, ont bloqué hier, avant-hier, parce que nous sommes le 25 septembre, et là j'indique les cotations du 23, le cours a bloqué sur le support psychologique à 8h, à 9h, a bloqué, a testé en tout cas un petit peu à 11h, mais là nous n'étions plus le 23 mais le 24. Tout au long de la séance du 23, on a bloqué sur les 9600 en guise de support. En parallèle, on a bloqué sur les 9700 en guise de résistance. Bon, je ne vais pas revenir sur tout le laïus des valeurs rondes, des valeurs psychologiques qui touchent, psychologiquement c'est le cas de le dire, les opérateurs boursiers, donc qui hésitent à franchir le pas de voir une cotation très différente, mais globalement, on voit justement qu'en ce moment, en plus, on a une certaine récurrence, une certaine force sur ces valeurs psychologiques, donc c'est très important de les tracer. D'autant que pour la petite anecdote, hier, en séance de live trading, on a justement précisément travaillé globalement sur un range, donc le 24 septembre, aux alentours naturellement de 16h, mais là, par contre, je vais quitter le H1 pour me mettre en M30 pour le distinguer un petit peu mieux. On a globalement travaillé sur ce range-là, distingué entre 9400 et 9500 points. Alors, c'est un tout petit peu faux parce qu'en vérité, il y avait également une résistance technique et un support technique en plus, mais globalement, on travaillait sur ces valeurs-là, un petit peu à la louche, mais surtout, depuis le début de la semaine, donc depuis le lundi 21, surtout depuis le mardi 22 et jusqu'au mercredi 23, on a eu un parfait range entre 9006 et 9007, avec quelques subtilités, des petits supports, des petites résistances techniques à mi-chemin qui venaient distinguer, je dirais, des zones d'arrêt techniques. Voilà, mais bon, malgré tout, on a ces niveaux-là. Bon. Alors, on pourrait s'amuser à calculer le point pivot pour le comparer au point de confluence, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux vous montrer, c'est globalement comment moi je distingue techniquement, ou plutôt visuellement, pour pas dire d'un point de vue chartiste, graphiquement, mon point de confluence. Ce que je cherche, on va raisonner sous la forme tout simplement d'une frontière comme il y a entre deux pays, disons d'un point de douane entre deux pays. Là, évidemment, on va chercher à distinguer
une frontière qui va distinguer visuellement et non plus mathématiquement, parce que ça j'en ai horreur de considérer que parce que le point haut, la somme, point haut, point bas, clôture, etc., divisé par 3, ça nous donne forcément un absolu, ça c'est à mettre à la poubelle. Je préfère me dire que il n'y a pas d'absolu, ça je le dis à chaque introduction, donc je vois pas pourquoi on intégrerait une règle mathématique qui est vraie quel que soit le contexte de trading, qui est vraie systématiquement, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas d'absolu en trading. Je préfère au contraire qu'il y ait une part manuelle, qu'il y ait une part variable d'un jour à l'autre, puisque naturellement le point de confluence à très court terme que je vais tracer ici en M30 n'était pas le même que celui d'hier, parce que le contexte a changé, ne sera certainement pas le même, j'allais dire que celui de demain plutôt que celui de lundi, puisque nous sommes un vendredi, mais en tout cas demain au sens jour ouvré d'un point de vue de trading, en tout cas vous l'aurez compris, mais ce qui va être essentiel pour moi, c'est de voir justement, par rapport à mon contexte technique, où est cette frontière, au travers d'explosions haussières et d'explosions baissières, et au travers également d'hésitation. Et l'hésitation ici, on va le voir sur quoi? Sur les pullbacks. Donc hop, je m'approche de ce niveau-là, j'arrive pas à le casser, et voilà, je repars dans l'autre tendance, dans la tendance finalement initiale. Donc, déjà, on va voir pourquoi aujourd'hui, ce que j'appelle le point de confluence est à 9560 points. Alors c'est intéressant parce qu'en plus ces derniers jours, j'ai beaucoup raisonné sous la forme de valeurs psychologiques, de confluents psychologiques. C'est pas un hasard, j'ai fait une référence à cela il y a quelques secondes en disant qu'on a beaucoup évolué sur des valeurs très rondes ces derniers temps, au niveau des différents supports et des différentes résistances. Bon, vous aurez remarqué que si on se remet dans le contexte globalement du range de mardi, donc du 22 septembre jusqu'à hier jeudi, donc jusqu'au 24, eh bien, et d'ailleurs je vais le distinguer avec un rectangle, comme ça ce sera peut-être un peu plus visuel pour la vidéo. Hop, de ce rectangle orange quand nous étions au sein uniquement de cette valeur-là. Donc par rapport au commentaire que je vais faire, imaginez bien que tout le commentaire ne s'abat qu'au sein de des cotations qui sont comprises au sein de ce rectangle, au sein de ce range. Vous imaginez bien que là, clairement, les 9600 points étaient super intéressants comme point de confluence. On le voit au travers de deux commentaires que j'ai émis. Globalement, du 22 septembre de 11h30 jusqu'à, on va dire globalement j'allais dire le 22 jusqu'à 17h30, on a eu un grand nombre de pullbacks, on a eu un grand nombre d'essais. Je vais un petit peu zoomer dessus. Alors pour cela, hop, visuellement, il faut juste que j'enlève le shift et la représentation automatique. Voilà, pour pas avoir de renvoi, je vais agrandir un peu verticalement mes chandeliers, voilà, ce sera beaucoup plus net. Bon, dans cette tranche-là, globalement, entre le début de mon rectangle et ma ligne verticale bleue, vous voyez que globalement, on a un très grand nombre de pullbacks, on a eu un très grand nombre d'essais. On est en M30, hein, je pourrais même affiner en y allant en M5, pourquoi pas, ce sera, je pense, encore plus visuel. On va le faire tout de suite. Je pensais faire mon commentaire en M30, mais c'est vrai qu'en M5, ça me paraît beaucoup plus pertinent parce qu'on va voir de plus près encore ces pullbacks. Bon, regardez bien le début du range. On a eu effectivement un grand nombre d'essais, je pense notamment au M5 à 14h40 le 22 septembre, de 14h40 à 45, on a testé effectivement cette cotation de 9600, et hop, gros pullback, donc l'évolution traditionnelle du range. À nouveau, un petit pullback qui s'est confirmé à 16h35, la mèche a commencé à nous donner un signal d'hésitation, et vlam, on l'a cassé. Et là derrière, on est passé globalement de 9600 à 9550, globalement. 550-57, ce qui d'ailleurs constitue un vrai support technique. Ce même niveau de 9600 a servi à nouveau de pullback, mais cette fois-ci en guise de résistance à 17h, 17h05 le 22 septembre, plus tard, 17h50, bon je ne vais pas tous les mentionner, mais vous les voyez visuellement. On a eu beaucoup de mal, que ce soit à la hausse ou à la baisse, à casser ce niveau-là. Malgré tout, une fois qu'il a été cassé, c'est vrai qu'on a eu des tendances, enfin on a eu des variations assez sympas derrière. On l'a vu, on est passé de 9600 à 9550, 560. Là, on est passé de 9600 à 9630. Bon, c'est pas des variations énormes, mais malgré tout, on voit un peu l'échec du marché à vouloir aller 30 points au-dessus du confluent et voilà, tout de suite repartir 20 minutes après, largement en dessous. D'ailleurs, on peut clairement distinguer. Je pense que la plupart des clients qui étaient là au live trading hier voient très bien de quoi je veux parler avec ce niveau-là, parce que c'était le support technique, le deuxième support du range, en l'occurrence le premier technique, puisque les 9006 c'était un support psychologique. Alors excusez-moi, c'était pas hier, c'était pour mercredi. Mais effectivement, on a clairement eu mardi et mercredi ce gros point de confluence qui n'a cessé d'accumuler les pullbacks, les hésitations, qui au final aura été cassé, non pas pendant le marché, mais par un énorme gap d'ouverture. Donc à l'occasion de la séance de vendredi matin, puisqu'on peut voir une clôture globalement à 22h à 9630 et un point d'ouverture à 9530. Donc le hasard veut qu'on ait à peu près 100 points pile de gap. Et c'est à cette occasion-là justement qu'on a réussi à casser le confluent. Alors ce que je veux dire par là, attention, hein, c'est qu'un confluent n'est pas systématiquement cassé
au travers d'un gap, c'est même relativement rare, mais là c'est le cas que l'on a sous les yeux. Toujours est-il que derrière on a buté quelques minutes après sur un support psychologique, les 9500 points, 100 points en dessous de mon Confluent. On est remonté en flèche, il a fallu seulement 1 heure, globalement en pré-open, donc avant l'arrivée des Européens sur le marché, pour buter à nouveau sur ce 9600, repartir à la baisse sur les 9500, un gros yo-yo entre valeurs psychologiques et notamment l'une des deux étant effectivement le Confluent. Là pour moi j'ai une frontière très solide, très sympathique, d'autant plus que on remarque que cette frontière une fois rompue m'a permis de retester, de revenir à la charge, pourquoi pas à la hausse, même si ça n'aurait pas été ma préférence, vous le savez, parce que la tendance de fond était baissière. Enfin, toujours est-il qu'on est reparti sur les 9700, donc sur le haut du haut du range, sur la résistance du range, un yo-yo baissier. On voit qu'on a un grand nombre de tests infructueux, donc des pullbacks à nouveau à 13h40, 13h45 sur cette même frontière, sur ce 9600. On a, et ça devient assez sympa, on a une énorme poche de prix du 23 septembre de 17h40 jusqu'au 24 à 9h30, un peu en dessous, un peu au-dessus, mais enfin bon, ça yoyote un peu, hein, ça fait le travail d'une hésitation totale. Ça déjà, d'un point de vue chartiste, on peut l'assimiler à une hésitation. D'autant qu'on est en M5, donc n'oubliez pas qu'on est très zoomé. Hein. Si je me mets en M30 ou si je me mets en H1, on va voir que tout cela, voilà, là je zoome sur la même période en M30, on va voir que ça s'affronte énormément sur ces chandeliers voisins du point de Confluent au travers de mèches. Mais justement, tout cela pour dire que là, on voit bien que les 9600 sont un point de frontière, un point de confluence. Et c'est un tracé technique. Ça n'est en rien la solution mathématique qui aurait été donnée, je dirais, avec la formule mathématique, justement, du point de confluence. Donc, énorme méfiance à ce niveau-là. Toujours est-il que, avec les clients, ce que j'ai souvent, c'est que quand un point de confluence est explosé dans un sens ou dans l'autre d'au moins 150 points par rapport à cette rame, ça peut être 130, 150, il n'y a pas d'absolu, mais disons au moins 130 à 150 points, il convient de le mettre à jour. On peut avoir 2-3 points de confluence différents dans la même journée, à condition de les avoir tracés sur une petite unité de temps, et en l'occurrence le M30 ou le H1. Il ne sert à rien pour moi de les tracer en M5, sinon on va les mettre à jour tout le temps. Mais disons que si on trace, comme je le fais, le point de confluence en M30 ou H1, au maximum, je vais avoir peut-être 1 à 2 modifications, 1 à 2 mises à jour du Confluent dans la journée, dans le cas où j'ai une extrême volatilité, ce qui d'ailleurs est un petit peu le cas en ce moment, mais on va dire, je n'ai pas fait de travail statistique là-dessus, mais à la louche, je dirais que dans 80-85% des cas, on a le même point de confluence en M30 ou H1 pour la journée, en rappelant qu'ici, je m'adresse vraiment aux clients qui souhaitent utiliser cette méthode-là en scalping ou en day trading plutôt au niveau du DAX. Voilà. Naturellement, je fais exactement la même chose sur une grande unité de temps, sur du D1, voire sur du weekly. Et je pense au weekly en disant cela pour Euro USD et pour le gold, qui sont les deux actifs sur lesquels je n'ai plus une approche day trading, mais de swing trading, voire de moyen termiste, en particulier sur l'euro-dollar. Mais c'est exactement la même approche, mais cette fois-ci sur une très grande unité de temps. Toujours est-il que, voilà, on va prendre le cas, je vais, hop, à nouveau augmenter, étirer un peu verticalement mes chandeliers. Que s'est-il passé justement? Je ne reviens pas sur les causes fondamentales, sur le calendrier économique, mais toujours est-il que le 24 septembre, donc hier matin, allez, on peut en parler un petit peu rapidement, mais je sais que ce commentaire va paraître surprenant dans quelques mois, quelques années, mais en gros, en ce moment, il y a un énorme scandale au niveau de Volkswagen qui a fait plonger littéralement toutes les valeurs automobiles, Volkswagen étant l'un des poids lourds industriels allemands. Effectivement, le DAX a pris une claque. Alors, peu importe la justification ici, ce qui est important, c'est de bien comprendre la justification fondamentale. En gros, il y a eu un énorme levier négatif au niveau de la Fonda qui a permis d'exploser techniquement, d'une part, la frontière à 9600 points. D'ailleurs, pour la petite anecdote, visuellement, c'est vrai qu'avec les clients ou même en good morning market, généralement, je trace en rouge mes points de confluence. J'aurais pu commencer par ça. Effectivement, hop, ma frontière rouge, blam, a été explosée. Je parlais tout à l'heure d'une rupture d'au moins 130, 150 points pour le mettre à jour. Parce qu'en fait, si on ne le met pas à jour, on est tellement loin à un moment du point de confluence qu'il n'a plus aucun intérêt. C'est-à-dire que si on est 300 points en dessous, effectivement, on reste en dessous, donc on pourrait continuer à adopter un biais globalement baissier, mais enfin ça n'a aucun sens s'il y a quand même une contre-tendance haussière de 100 points qui nous ramène d'une différence de 300 à 200 points par rapport au point de confluence. Malgré tout, on serait pris 100 points de contre-tendance dans la figure parce qu'on n'a pas bien mis à jour le niveau. Donc pour moi, 130-150 points. Donc ce qui littéralement m'amène globalement à du 9470, 9450 pour le mettre à jour. Et c'est pas un hasard, parce que justement, globalement, hier, au niveau donc du live trading d'hier, quand il a fallu mettre à jour le point de confluence, eh bien on travaillait
hop, globalement sur un nouveau range, sur celui-ci, qui est beaucoup moins légitime parce qu'il a concentré beaucoup moins de temps le prix, mais enfin malgré tout, il a largement été suffisant pour la séance d'1 h 30 hier, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'un range de 6 mois pour abattre nos opérations de scalping, bien entendu. Je rappelle que live trading, en tout cas en ce moment, se déroule de 15h15 globalement à 16h30, 17h. Donc hier, le 24, eh bien, nous étions, on va dire qu'il commence globalement, pour simplifier au niveau de la représentation en M30, on va dire qu'il commence à 15h30, ce qui d'ailleurs n'est pas totalement faux, parce que c'est l'horaire d'ouverture de Wall Street à partir de laquelle je prends mes premières opérations. Donc globalement, on était entre ce chandelier-là, d'ailleurs je vais les distinguer avec des petites lignes verticales, le chandelier de 15h30, et puis on va dire, hop, celui de 17h. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on s'était quitté à 16h30, mais enfin bon. Donc on voyait que globalement, on avait certes un 78.6 de retracement de Fibonacci, en plus très très long-termiste, hein, parce qu'on l'a vu en introduction au niveau du contexte, un énorme Fibo, hein, très 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 lointain, qui était tracé par rapport à des points bas d'octobre 2014, des points hauts, presque 4000 points au-dessus au niveau du DAX, hein, je veux dire la différence entre 8500 et 12400, on est sur du 3900 points, donc bon, on n'est pas loin des 4000 points d'écart, donc c'est déjà monstrueux. Et donc effectivement, on travaillait globalement sur ce range-là. Alors moi, mon point de confluence, la mise à jour, c'était faite seulement 100 points en dessous du précédent, à 9600. Donc seulement 100 points, alors on pourrait se dire, eh oui, mais pourtant il faut 130 à 150 points pour le mettre à jour, c'est vrai, mais quand je l'ai mis à jour, on était justement, je dirais globalement, en dessous des 9470, 9450. Ce qu'il faut distinguer, c'est cet écart que je mentionne de 130-150 points par rapport à la cotation à l'instant T pour mettre à jour le confluent. Mais ce qui ne veut pas dire qu'entre le précédent confluent et le nouveau confluent, il y ait 130 à 150 points. Alors là, c'est pas anodin. Et c'est là où j'en reviens à la part subjective. J'aurais pu très bien mettre mon confluent à 9400 points. Pourquoi pas? Parce qu'en plus, tu as un énorme niveau technique. Mais là où il y a une part subjective, et c'est là où je fais correspondre la part, je dirais, d'appréciation du trader par rapport à son approche et la part d'analyse graphique, n'oublions pas le contexte. Là, je vais quitter le M30, on va se mettre en H, ça ira largement pour distinguer justement ce que je vais vous montrer. N'oublions pas ce contexte très fortement baissier. Et visuellement, dans votre appréciation, je vais vous demander, hop, de commencer votre appréciation visuelle du contexte là où j'ai ma ligne verticale à gauche, au 17 septembre, jusqu'à la première verticale en noir. Et pas ce qu'il y a à droite, pas ce qu'il y a après, puisque par définition, ça c'était après la séance en elle-même. Donc la séance a commencé sur la première ligne verticale à droite, et notre analyse pouvait commencer, notre analyse contextuelle, sur la première ligne verticale à gauche. Donc globalement sur cet énorme bloc, voilà, qui relie un petit peu qui est relié, je dirais globalement, par cette diagonale. Tout ce qui est à droite ne nous intéresse pas parce qu'on ne pouvait pas le savoir à ce moment-là. C'est par la suite que ces chandeliers sont apparus, bien après la séance, globalement ce matin. Bon, donc on sait le contexte très fortement baissier. On le connaît. On sait pourquoi d'un point de vue fondamental, on voit qu'on a cassé d'énormes objectifs. En l'espace d'une semaine, c'est quand même important de le comprendre, mais en l'espace d'une semaine, on a relié quand même les 61,8 de retracement de Fibonacci au 78,6. Autrement dit, on a relié globalement la cotation de 10 050 points à celle de 9 400. Donc 650 points. Donc on sait quand même à ce moment-là, quand on est vraiment le nez dedans, je dirais, on sait qu'on est quand même dans un contexte très fortement baissier. Donc c'est là où je reviens à la part subjective. Ce contexte nous influence. On sait naturellement que notre préférence sera plutôt de shorter en tant que scalper. Donc volontairement, le confluent ici, j'ai souhaité le mettre sur 9500 points. Pour bien distinguer qu'encore une fois, on était un peu en dessous du confluent. Donc de sorte à renforcer psychologiquement l'aspect short, l'aspect baissier dans ce contexte. Parce que il est toujours plus simple de nager dans le sens du courant que de nager contre tendance. Donc hier après-midi, très clairement, au moment de prendre les opérations de scalping avec les clients, il me paraissait évident qu'il valait mieux que j'ai un confluent au-dessus de ma tête, pour me forcer, entre guillemets, à abattre un scalping baissier, parce qu'il respecte ce scalping baissier, il respecte le contexte que je connais, que j'ai sous la main depuis une semaine, parce que hier nous étions le 24 et on a vu que ce contexte très fortement baissier commençait à partir du jeudi 17 septembre, donc une semaine jour pour jour. Mais en plus, d'un point de vue technique, au-delà de l'aspect psychologique très rond des 9500, on sait que d'un point de vue technique, c'était globalement l'une des résistances du range. En vérité, il y en avait une deuxième, un peu comme tout à l'heure. Bon, en gros, hier, on a travaillé sur 2 résistances et 2 supports. La résistance que l'on a sous les yeux étant effectivement 9500 points, donc c'est à la fois une valeur psychologique, une valeur technique, parce que c'est une poche d'accumulation du prix sur ce range. Encore que certains me diront, eh oui, mais on ne pouvait pas le savoir à ce moment-là, puisque globalement, la séance de live trading s'exprime entre les 2 lignes verticales noires. C'est vrai. C'est vrai. Donc ce commentaire peut être obsolète. Mais globalement, on va reprendre tout le tracé d'hier. On était surtout sur un 9460 de souvenirs
hop, le haut des mèches qui se retrouvent au sein de ce range orange, mais avant, donc à gauche de la ligne verticale noire. On avait un deuxième de souvenir, on avait un deuxième sur les corps, donc à 9440 globalement. On avait le support évident des 78.6 qui était les 9400 points. D'ailleurs, vous remarquez que c'est pas un hasard si ce niveau-là correspond aussi à une valeur psychologique. Hein. Toujours pareil, hein, les prophéties autorisatrices, et puis un support à 9380. Donc globalement, on évoluait là-dessus, avec effectivement une frontière distinguant plutôt une tendance haussière assez lointaine, 9500, psychologique. On a vu justement par la suite, bien après le live trading, que ce niveau a servi de pullback à l'occasion des cotations de 18h30, de 18h35, et malgré tout un pullback assez violent, parce qu'on est passé de 9500, de vitesse de 9500 à 9440, donc quand même 60 points de pullback, c'est assez violent. Et puis un nouveau pullback de 20h20 à 20h40, donc on voit quand même que ce niveau a servi de poche, de zone d'accumulation du prix. Et derrière, une fois rompu, cette frontière a joué son travail, puisqu'une fois rompu, pas trop d'hésitation à casser les différents, enfin à repartir fortement à la hausse. D'une part, on sort du range, on sort de la zone d'accumulation, on sort de la zone d'accumulation, on sort de la zone de range. On part fortement haussier. Alors pourquoi? Toujours d'un point de vue fondamental à l'instant T. D'une manière générale, parce qu'on a eu un levier fondamental positif, on en a même eu plusieurs. Pour se remettre dans le contexte, Janet Yellen a eu des propos rassurants. Le secteur automobile européen a eu un rebond technique, notamment Volkswagen, malgré le scandale qui continue d'agiter le secteur, notamment aussi par via BMW et Seat. Bref. Et bon, par la suite, sans insister sur le fait qu'on a bloqué sur les différents niveaux qui a été tracé, 9565, on le voit très nettement au niveau des mèches comprises entre 20h50 et globalement 21h. Même commentaire entre 8h du matin aujourd'hui même et 9h05 avec les 9600 points. Même commentaire il y a quelques secondes seulement au niveau des 9700 points entre 10h55 tout à l'heure et midi, parce que je rappelle que là il n'est que midi 37. Donc bref, voilà comment je distingue. Alors là typiquement on a 200 points d'écart entre le confluent de la veille et les cotations à l'instant T. Eh bien, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la mémoire du marché. Et vous allez voir ce que je veux dire par là. Vous vous souvenez du range sur lequel je travaillais en introduction? Naturellement, il va falloir à un moment le mettre à jour. Non pas au niveau de ses valeurs, il est toujours défini entre le même support et la même résistance, mais tout simplement visuellement en élargissant un peu le range toujours au sein de ces valeurs-là, parce que par définition, le prix s'est accumulé, de l'eau a coulé sous les ponts, je dirais. Globalement, on a accumulé de nouveaux chandeliers en l'espace de 24 heures. Et donc, on est revenu ce matin au sein de ce range, sans trop d'hésitation quand même, au niveau de la tendance haussière, parce que fondamentalement, on avait des bons leviers aussi. Je ne reviens pas sur le fait qu'effectivement, on a bloqué sur la résistance un petit peu, on l'a rapidement rompu, mais ça a été un échec, puisqu'à l'instant T, on se retrouve en dessous des 9007. On est allé jusqu'à 9730. Le hasard veut qu'on ait eu une accélération de 30 points, comme tout à l'heure, qui au final se soit confirmé par un échec. On revient au sein de ce range. Donc pour le moment, méfiance quand même, même si ma préférence resterait évidemment haussière. Alors, ce matin, en Good Morning Market, on a tracé un canal évidemment en M30 distinguant un canal haussier et oblique distinguant, je dirais, cette tendance haussière. Je le fais rapidement au niveau du support, parce que bon, c'est pas tellement le débat du jour au niveau du confluent, mais surtout n'oubliez pas la mémoire du marché. Quand les 9600 m'avaient servi de confluent, je pourrais tout à fait l'intégrer à nouveau ici comme confluent. Donc déjà, je pourrais le faire passer en zone rouge. Néanmoins, ce matin, pour des raisons de blocage, j'ai préféré me rabattre sur les 9560, en fait sur le deuxième support du range. Parce que pour le moment, et tout à l'heure, j'avais tracé ce rectangle orange juste pour distinguer symboliquement le range entre 9006 et 9007. Mais en vérité, le range sur lequel on travaillait, si je dois, en plus des valeurs psychologiques, ajouter les valeurs techniques, il se définissait plutôt entre 9560 et 9700. Si dans un premier temps, ce sont les 9006 qui m'avaient servi de point de confluence, c'est parce que c'était surtout sur cette zone-là, au moment où on l'avait tracé, par exemple le 22, le 23 septembre, que le prix avait bloqué. Par la suite, on a vu que le prix non seulement bloqué là-dessus, mais avait surtout bloqué sur une 9560 et que lors de la rupture de l'effondrement baissier du range, du prix par rapport au range, c'est pas tellement les 9006 qui avaient posé problème, c'est plutôt les 9560. Voilà, donc dans un premier temps, par rapport à ce que l'on savait des prix, globalement en début de range, le 22-23, les 9,6 étaient plus cohérents, d'autant que c'est une valeur psychologique, et en plus par rapport au contexte technique qui est toujours d'actualité en ce moment au niveau du DAX, ces zones-là ont été assez peu visitées, donc on n'a pas trop de support et de résistance technique. Malgré tout, il y en a une qui s'est formée par la suite, avec le temps, à 9560, et donc c'est précisément mon confluent du jour. Je l'ai mise à jour lorsque j'ai eu au moins 130-150 points d'écart. Et pourtant, comme tout à l'heure, vous remarquez qu'il y a bien moins que 130-150 points d'écart entre les deux confluents, celui de la veille et celui d'aujourd'hui. Voilà, parce que les raisons invoquées sont très différentes. Hier, c'était globalement une valeur
psychologique invoquée, pourquoi pas une valeur de sortie de range, même si nous ne le savions pas encore au niveau du live trade. Et ce matin, c'est parce que c'est un support. Et donc c'est là où j'en reviens au caractère subjectif. J'ai clairement envie de rentrer haussier sur ce marché-là. Donc je vais plutôt me forcer à travailler à moins de 150 points de cette valeur-là, de préférence au travers d'une préférence haussière. Alors maintenant, ça n'explique pas comment on rentre ou comment on sort du marché, bien entendu. Là, c'est un autre débat, et là, je renvoie sur les autres vidéos de formation, notamment celle de stratégie de trading, et notamment les vidéos qui s'appellent Scalping et Money Management, voilà, qui sont d'ailleurs assez récentes. Voilà, donc là je rentre pas dans le débat, bon finalement ok je sais à peu près à quoi m'en tenir, dans quelle famille je serai, au-dessus, en dessous, sans considérer le pivot mais plutôt en considérant une approche plutôt graphique et en partie subjective, ce qui me semble quand même malgré tout du bon sens, mais ça ne me dit pas comment je rentre ou comment je sors parce que ici ce serait hors sujet d'en parler. Bon, voilà. Donc globalement voilà. Alors maintenant méfiance quand même parce que j'ai tracé un petit peu en rose le support oblique, pour pas dire le canal que j'ai dessiné ce matin au Good Morning Market. Ça va être le genre d'élément technique qui, malgré le fait que je sois plutôt dans une préférence haussière au-dessus des 9560, si ce niveau-là venait à être cassé à la baisse, ça peut être un filtre graphique, ça peut être un filtre technique qui me dit, certes, je reste plutôt dans la famille des taureaux, dans la famille des haussiers, mais malgré tout, là, je vais peut-être avoir une contre-indication qui va m'indiquer à très court terme une petite bouffée d'oxygène baissière. Donc je vais quand même me méfier et ne pas être un bourrin, c'est-à-dire à ne pas rentrer haussier juste parce que je suis au-dessus de mon niveau. Voilà. Il faut bien comprendre que quand on crée son confluent, quand on crée son point de confluence, c'est surtout un élément de plus qui vient nous indiquer notre contexte. Mais le contexte à lui seul ne se suffit pas. Ça n'est qu'un élément préliminaire au fait d'entrer sur le marché, mais ça n'est pas encore, je dirais, un gage de réponse à toutes les questions qui vont se poser par la suite. Quand est-ce que je rentre? Quand est-ce que je sors? Est-ce que maintenant il est logique de rentrer sur le marché? Pour moi, pas du tout. Parce que là, malgré tout, on va justement avoir un petit filtre technique, c'est-à-dire le test, voire la rupture du support oblique, donc du canal, tout simplement, pourquoi pas une sortie de canal dans les prochains instants. Voilà, donc ça c'est un filtre qui convient d'ajouter. Et d'une manière générale, si vous voulez retrouver tous les filtres techniques, globalement de petits retournements, je vous renvoie tout simplement sur les vidéos de formation des signaux d'hésitation, Arami, Doji, et sur celle de un peu plus de price action, d'accumulation du prix, support, résistance Fibonacci, rompu, etc. Voilà. Donc là, c'est un filtre au sein de cette famille à laquelle j'appartiens aujourd'hui, mais à laquelle je n'appartenais pas hier, c'est-à-dire celle des taureaux, celle des acheteurs. Voilà. Voilà, globalement, c'est tout pour cette vidéo de formation. Malgré tout, imaginons que un tout petit point, mais j'en ai déjà parlé avant, si le DAX continuait très fortement d'accélérer à la hausse, s'il me permettait d'atteindre globalement la cotation de, je sais pas, de 9800 points. Où est-ce que je pourrais mettre à jour, je dirais, mon confluent, tout en gardant cette approche haussière. Plusieurs options se présentent à moi. Est-ce que j'irais considérer juste le niveau technique supérieur, 9600? Pas vraiment. J'aurais plutôt tendance à considérer, dans le cas présent, un niveau beaucoup plus puissant, savoir les 9007, puisque ça correspond encore une fois à un haut de range, à une valeur psychologique. Et en ce moment, je rappelle que le marché résonne beaucoup par valeur psychologique parce qu'on est un peu dans le brouillard. On a du mal à tracer vraiment des supports et des résistances techniques sur du H4 ou du D1 parce que le marché a peu connu ces cotations-là, n'a pas passé beaucoup de temps. Donc effectivement, j'aurais tendance à me rabattre sur les niveaux les plus pertinents qui ont été testés en parallèle, mais toujours dans le même contexte. Et en maintenant, effectivement, s'il y a un décalage aussi, en maintenant évidemment l'approche haussière. Maintenant, tout dernier point, vous en doutez bien, si on cassait, j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est toujours important de faire une petite synthèse, une petite conclusion, si on avait un effondrement baissier avec l'on cassait les 9565, évidemment mon approche passerait d'haussière à baissière, mais avec les mêmes bémols qui sont ceux de levier, ceux de frein, ceux de filtre, au travers quand même, sur le fait pour pas être trop bourrin quand même, au travers de tests quand même de niveau intermédiaire qui me diraient ah attention là ça confirme un peu ma nouvelle tendance, ma nouvelle opinion baissière parce que la fondamentale s'est renversée, l'analyse fondamentale s'est renversée, on a eu un très mauvais chiffre américain par exemple à 14h30, ou eh bien ce support, finalement, attention, je vais attendre peut-être qu'il soit rompu avant d'arriver sur le marché, parce que je crains qu'il y ait un plus bas haussier, donc qu'il fasse une petite bouffée d'oxygène, etc., etc. Mais là, je renvoie évidemment pour toutes ces subtilités de comment je rentre, comment je sors, plutôt aux autres vidéos de formation. Voilà. Voilà globalement, et pour la petite anecdote, le hasard veut que justement nous soyons en train de tester, vous le savez, ce support oblique, mais on a un peu de mal à le casser, donc il n'est pas exclu que ce soit un point d'entrée intéressant au sein de ce range jusqu'à 9700. Voilà, c'est tout pour la vidéo de formation, je vous remercie à tous pour votre présence, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous naturellement dans nos autres vidéos. À bientôt!